C'est un rapport sur l'avenir de la supériorité aérienne, effectivement, qui pointe des vulnérabilités significatives. Alors, quand on parle de supériorité aérienne, on parle de degré de maîtrise de l'air dans un conflit armé. Alors, la conclusion, elle est la suivante, c'est que le modèle français atteint ses limites pour peser efficacement en coalition dans un conflit de haute intensité. Un modèle français qui est construit aujourd'hui autour de la dissuasion et de la défense aérienne du territoire. Alors, il y a 3 raisons à cela. Les impasses technologiques, le manque de munitions et les incertitudes sur les programmes d'avenir. On va voir. Alors, selon le rapport, la France elle a abandonné certains domaines technologiques clés entre 1991 et le milieu des années 2010. Et cela amène désormais certains à penser que la France joue en 2e division de l'OTAN. Ce que dit ce rapport, c'est que le combat aérien des 10 années à venir, eh bien, il sera dominé par plusieurs choses, notamment la furtivité et l'impératif de neutralisation des défenses solaires adverses. C'est ce qu'on appelle le CID. Et dans les 2 cas, eh bien, l'armée de l'air est battue en quelque sorte dans la furtivité qui permet aux avions d'échapper à la détection des radars. Eh bien, les exercices interalliés ont permis de conclure ceci. La mission de combat contre des chasseurs furtifs est impossible à gagner en l'état actuel des capteurs. Autre capacité manquante, la suppression des défenses aériennes ennemies. Le dernier missile spécialisé a été retiré en 1997, c'est le Martel, et la France n'aura pas de capacité CID avant 2035 avec le Rafale F5. Et la France est également à la traîne dans la guerre électronique. Effectivement, pas de moyens pour brouiller les satellites radars adverses, rien pour brouiller les munitions de précision guidées par satellite comme ceux utilisés par les Russes et les Chinois. Autre chose, l'aviation de chasse française est à son plus bas volume historique depuis 1916. Les auteurs parlent d'anémie quantitative. Et même si les avions volent, eh bien, il n'y a pas assez de munitions. Le rapport indique qu'en combat aérien, l'aviation de chasse française tiendrait 3 jours. Alors, il y a quand même des projets d'avenir, c'est le SCAF, système de combat aérien du futur avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Il a été lancé en 2017 et il doit aller jusqu'en 2040. Et là aussi, les auteurs sont plutôt sceptiques. Tout dépend de la volonté politique, disent-ils, des 3 pays de continuer à travailler ensemble. Un projet qui repose aussi sur une cohérence industrielle précaire, avec aussi tous les coûts que ça engendre. Bon, merci beaucoup Sylvia. Alors c'est grave, docteur François ? Oui, non, alors c'est grave, oui et non. Enfin, on est en pleine évolution du combat. C'est-à-dire qu'on revient à l'aviation, comme dans l'armée de terre, on va sur le terrain, à la haute intensité. D'accord ? Or, on voit bien, depuis les années 2000, l'armée de l'air, comme le reste des armées, a été touchée par des budgets en baisse et donc par des commandes moindres, ce qui les a obligés à, pour pouvoir conserver un certain nombre de compétences, à garder des stocks qui sont plutôt échantillonnaires que massifs. Donc ça, c'est pas nouveau, on le sait. Comme on a vu aussi évoluer depuis pas seulement la guerre en Ukraine d'ailleurs, mais y compris la guerre entre l'Azerbaïdjan et le Karabakh, un certain nombre de capacités de nos adversaires en termes de défense aérienne, on s'est rendu compte qu'il fallait monter en gamme sur... Alors, c'est pas la question de la 5e génération. La 5e génération, on l'avait déjà vu. Le standard 5 du Rafale, il est déjà prévu pour 2030, où on aura un nouveau, justement, avion, qui sera... Enfin, il ressemblera toujours au Rafale, puisque ce sera... Mais dedans, justement, cette fameuse électronique, c'est-à-dire les radars furtifs et qui ne seront pas détectables, le fait qu'il soit accompagné par un drone qui sera piloté, lui, pour le coup, depuis le cockpit pour aller de l'avant, etc. Tout ça, c'est prévu pour 2030-2035. Avec, encore une fois, une inquiétude, ce sont les volumes. Puisque, grosso modo, en 2030-2035, on aura l'équivalent de 200 avions de chasse Rafale dans les 2 standards, le standard 4 et le standard 5. Et ce qui est prévu, d'ailleurs, c'est d'utiliser les nouveaux appareils qui, eux, seront plus furtifs, avec des missiles plus performants et des radars plus performants, couplés avec le standard 4, qui est le standard actuel et qui est excellent. En fait, c'est juste que parce que la programmation, elle était à 2030. Voilà. Et que si, évidemment, aujourd'hui, on se met face aux capacités en interallié qu'ont les Américains,
Évidemment, on a un gap, mais le problème, c'est qu'on va pas se battre avec eux pour l'instant. La question qui se pose sont les Russes et les Chinois, qui eux-mêmes... Si tout va bien. Non, mais je veux dire, à la limite, si on parlait... Voilà. Non, si tout va bien, si on n'a pas décidé d'aller prendre le Groenland à leur place. Attendez, c'est une idée, c'est une idée. On y reviendra à 16 D'accord, mais enfin... Non, mais il y aura des trucs sur le Groenland, certainement, mais je pense pas qu'on va déclencher la guerre avec les États-Unis là-dessus. Néanmoins, donc, pour revenir sur des trucs vraiment sérieux, parce que c'est un vrai sujet. En fait, il y a plusieurs problèmes qui sont pointés. Donc, en face, on a des Russes et des Chinois, avec des Chinois plus avancés que les Russes, sur la question de la guerre électronique, sur la question des nouvelles générations, mais qui sont à peu près sur le même modèle que nous. C'est-à-dire ils ont quand même des avions moins efficaces que le système américain. En revanche, ils ont durci leur capacité de défense solaire. C'est ce qui part du sol vers le haut. Et ça, là, on a un vrai problème, qui n'est pas seulement le problème de l'armée de l'air, qui est le problème de toute l'armée française, c'est qu'à partir de 2010, on a en fait détruit nos capacités, et l'armée de terre n'a plus les régiments qu'elle avait de défense solaire, qui sont capables de tirer soit avec des missiles, soit avec des canons, du bas vers le haut. Or, qu'est-ce qu'on voit en Ukraine ? C'est qu'en Ukraine, en fait, ces capacités de défense solaire ont neutralisé les capacités de l'aviation et ukrainienne et potentiellement russe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domination aujourd'hui aérienne. Et ce que disent les Occidentaux, c'est qu'avec les volumes qu'on a, si on veut aujourd'hui casser les capacités de défense aérienne dans la profondeur que peuvent mettre en place les Russes, les Chinois ou d'autres, il faudra envoyer des avions de manière un peu systémique, un peu massif, en s'appuyant en plus sur la guerre cyber, etc. Il faudra sur du missile. En fait, ce qui va nous manquer, c'est cette capacité d'avoir tout seul, en tout cas, une masse nécessaire pour détruire non pas des batteries antiaériennes, mais un système anti-aérien. Donc notre problème, il est là, en termes de munitions, etc. La question étant comment on monte en gamme, donc ça c'est prévu sur la loi de programmation militaire, sachant qu'on va avoir un problème de volume, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler, par exemple, le système de missiles anti-aériens Aster, etc. Il nous manque encore une fois les régiments de défense solaire, mais on le voit bien, c'est le problème qu'on a aujourd'hui en Ukraine. On n'arrive pas à déployer suffisamment de Mamba pour les défendre, parce que nous-mêmes, on n'en a pas assez. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais encore une fois, aujourd'hui, la vraie difficulté, les programmes existent. Les nouveaux missiles, ils ont été testés, les nouveaux missiles Aster 30, ils ont été testés au mois d'octobre. Ils fonctionnent très bien. Les nouveaux radars, ils sont prévus pour 2030-2035. On le sait, le problème, c'est le volume. Encore une fois, on en a commandé, mais on a commencé tard, et on n'en aura pas assez. Donc c'est 2030-2035. C'est ça le sujet. Tous les trucs sont vus, hein, sinon il n'y a pas de, surprise en soi. Bon. Gaëtan Powys est également en direct avec nous. Bonjour, journaliste défense pour Air et Cosmos. Grâce à Didier François, ça y est, on reprend un peu la tête froide. Je vous avoue que ce matin, quand on a vu tous ces articles-là, on était un petit peu inquiet de l'état de notre aviation dans l'armée de l'air française. Quel est votre avis à vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Didier ? Je suis d'accord sur certains points, à savoir que, effectivement, on le sait, c'est la force, l'armée de l'air et de l'espace, concrètement, était une force aérienne des dividendes de la paix et doit désormais passer sur une capacité de haute intensité, doit être capable désormais de pouvoir s'introduire dans un conflit de haute intensité. Et donc, il y a des capacités qu'il faut récupérer. Mais là où... alors, l'article est assez long, hein, donc comme vous venez de le dire, c'est plus de 100 pages. Concrètement, s'il y a un point, moi, où je suis entièrement d'accord avec l'article, c'est les capacités de destruction des défenses antiaériennes ennemies. Donc, concrètement, un système antiaérien fonctionne grâce à un radar. Si vous détruisez la totalité des radars, vous avez beau avoir un lanceur avec des missiles de dernière génération, ces missiles ne pourront pas partir, et d'où l'importance justement de détenir cette capacité. C'est ce que les Ukrainiens demandent à chaque fois, et donc c'est vraiment extrêmement important pour un conflit de haute intensité. Or aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace, donc la force aérienne d'une des grandes puissances à travers le monde, n'a plus aucune capacité de destruction des défenses aériennes ennemies. Il n'y a plus aujourd'hui de missiles capables justement de détruire ces fameux radars. Il y a un projet, comme l'a dit sur le plateau à l'instant Didier François, il y a des projets qui sont en cours, mais qui vient seulement, donc c'est la bombe A2SM en décembre 2024, qui devrait avoir dans les prochaines années une variante anti-radar. Mais l'A2SM, c'est à grande portée, vraiment au maximum, c'est 70 km.
l'article de l'IFRI propose justement de transformer, ou du moins d'avoir une variante du missile Météor, un missile qui va à 4 fois la vitesse du son, donc c'est un peu moins de 5000 km/h, avec justement une tête capable de détecter les radars ennemis et de se diriger dessus pour pouvoir le détruire. C'est aussi rajouter des pods de brouillage, puisque quand vous cherchez à détruire un radar ennemi, eh bien ce dernier peut peut-être vous détecter, donc il vaut mieux savoir le brouiller, donc de pouvoir ajouter des pods de brouillage sur les appareils, et enfin, pour les énormes systèmes, parce que le S-400 russe, par exemple, c'est 400 km de portée, le Météor, à ce niveau-là, c'est 200 km en RR, hein. Il n'y a pas encore de projet, c'est l'IFRI qui propose de transformer le Météor, mais aussi de pouvoir, contre ces systèmes à très longue portée, de développer un missile balistique pour pouvoir les détruire à très longue distance. Regardez comment Trump renverse la table à l'intérieur concernant la migration illégale, mais aussi concernant les rapports à l'extérieur. C'est un de ses principaux soutiens, Tucker Carlson, qui amène dans un jeu de quilles cette nouvelle selon laquelle l'administration Biden aurait tenté de tuer ou de laisser tuer Vladimir Poutine. Évidemment, c'est une nouvelle qui ne tombe pas par hasard. Vous branlez déjà la tête du chef. Alors, explication, Émilie. Ce sont de nouvelles révélations de l'ancien présentateur star de Fox News, donc Tucker Carlson. On le rappelle, il est très ami de Donald Trump, mais pas seulement. Il est aussi très proche d'un certain Vladimir Poutine. On rappelle qu'il est le seul à l'avoir interviewé depuis le début de cette guerre en Ukraine, c'était même à Moscou. Et il a accusé l'administration de Joe Biden d'avoir tenté d'assassiner le président russe, Vladimir Poutine. Quel scandale! Il le dit pendant un podcast. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Anthony Blinken a tant insisté pour une véritable guerre en essayant de tuer Poutine, par exemple. Ce que l'administration Biden a fait, ils ont essayé de tuer Poutine. Vraiment? Oui, ce qui est insensé. Ok, et après, qui prend le contrôle de la Russie? Et qu'en est-il de l'arsenal nucléaire dans un pays aussi complexe? Les étrangers ne peuvent même pas comprendre. Quand on vit là-bas, on sait. C'est de la folie de penser à quelque chose comme ça. Alors pourquoi le font-ils? Parce que le chaos est un écran qui les protège. Moi, je ne sais pas, je regarde juste ce qu'ils font. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils feraient ça. Alors prenons de front, parce qu'il y a deux façons de voir. Ou bien il est complotiste, il a été souvent, voilà, ça vous fait déjà rire. C'est même l'une des raisons pour lesquelles il a été viré de Fox News. Voilà. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une part de vérité? On rappellera d'ailleurs que les Ukrainiens avaient déjà dit, par exemple, qu'ils considéraient Poutine comme une cible. Est-ce qu'il est possible que les Américains, eux, l'aient fait? Non, pas une seconde. Pas une seconde. L'administration démocrate, déjà les démocrates, quand ils voient une ombre quelque part, ils commencent déjà à trembler. On a vu déjà sous Obama, pour exécuter Osama Ben Laden, ils ont fait un truc, mais on s'est étonné que finalement ils ont osé le faire, parce que non, il n'y a pas une seconde. Et en plus le problème, c'est que vous savez, au début d'entrée en fonction de Trump, on vous disait déjà le problème de Trump, et ça va poser le problème pour l'Ukraine, c'est que tout ce qu'a fait Biden pour Trump est nul et non avenu, voire même la chose la plus affreuse qui est arrivée aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un ici pense qu'une seconde que Biden ait pu dire si vous pouvez tuer Poutine, vous faites-le? Non, c'est impossible. Mais par contre, il y a un élément très important, c'est que les Ukrainiens, c'est possible. Donc c'est pas impensable que dans un système américain qui est un petit peu, comme vous venez de l'écrire à l'instant, quand même sur sa réserve, il n'est pas impensable que l'usage des proxys pour assassiner, Poutine, c'est pas impensable. Vous voyez, qu'une espèce de tir libre quelque part, parce que les forces spéciales et le système, de forces spéciales ukrainien est très performant. Ils sont quasiment 30 000. Ils ont mené des opérations, sachant que les Russes eux-mêmes ont cherché à tuer Zelensky au début de la guerre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en février 2022, etc. Donc, en fait, l'usage, le fait de tuer l'ennemi de votre adversaire, de tuer le chef de votre ennemi, naturellement, ça fait partie de la règle de la guerre. Il faut rappeler ce que disait Skibitsky, qui est, je crois, le numéro 2 des services ukrainiens, quand il disait Poutine est pour nous une cible. Quelle est la première sur votre cible? Et le général Skibitsky, qui est le numéro 2 des services secrets ukrainiens, 2023, disait Poutine, qui coordonne et décide. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire sans l'appui américain? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui ou non? Probablement, ils pourraient, mais aurait-il l'autorisation et surtout
qu'est-ce qu'il viendrait derrière? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que, en termes de stabilité stratégique, les Américains n'ont absolument aucun intérêt, mais d'ailleurs pas plus que les Américains. Le reste du monde n'a aucun intérêt pour l'instant à voir disparaître Poutine. Pas pour des raisons simplement de stabilité des uns et des autres et d'amitié qu'on puisse avoir ou pas. C'est que, en fait, on connaît tellement mal, finalement, le système qu'il y a autour que il vaut mieux rester avec un brigand qu'on connaît qu'avec une incertitude. Et si vous regardez, par exemple, les dernières interviews de Patrouchev, ça fait presque plus peur que si c'est Poutine. C'est-à-dire que Poutine avec Medvedev encore. Oui, alors, il faut peut-être pas oublier, il faut peut-être rappeler pour les téléspectateurs que la crédibilité de Tucker Carlson est égale strictement à 0. Absolument. Donc c'est une conversation intéressante. Mais non, alors on n'est pas d'accord avec vous parce que le président de la Douma a pris ça très qui lui a une crédibilité beaucoup plus forte en termes d'information. Absolument. Il a réagi aujourd'hui, il est choqué, il dit que c'est très très grave si ça s'avère vrai. Oui, évidemment. Discuter de l'assassinat du président de la Fédération de Russie peut nous mener vers un conflit mondial. Nous devons prendre cela au sérieux. Tout cela se passe autour de l'administration Biden et de ses sous-fifres. Il est inacceptable que de telles questions soient évoquées au plus haut niveau de l'État et avec la participation du secrétaire d'État américain. À la tête d'un pays qui se considère comme un modèle de démocratie se trouvent de simples voyous meurtriers. Et c'est un crime. Que Biden aille sur la chaise électrique avec Blinken. Nous prenons cela au sérieux et nous ferons tout pour protéger le président et notre pays. Et cela signifie qu'il doit y avoir une réponse ferme et immédiate. Voilà, donc tout le monde comprend bien le lien. Carlson, eux, tous ces gens-là sont des copains un peu coquins. C'est les seuls qui ont repris, en fait, ça. Vu comment il a repris, on voit que on se demande si c'est pas eux qui ont envoyé à Carlson le truc en le payant. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Alors, est-ce que tuer Poutine est faisable? Vous êtes un des meilleurs spécialistes de ce genre de sujet. C'était votre métier, c'était votre premier métier. Voilà. Non, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est le renseignement. Le renseignement, c'est quand même autre chose. Et je vous rappelle quand même que la première leçon qu'on nous donnait à l'école du renseignement, c'est lorsque vous sortez le pistolet, l'espionnage est terminé. Donc, vous voyez, donc en fait, nous, c'est l'école blanc de l'école dans laquelle j'étais. On entend les deux versions. On entend toujours la version, en réalité, c'est impossible de tuer un chef d'État aussi protégé. Non, et puis d'autres qui vous disent, il y a toujours une faille. Il y a toujours une faille, vous pouvez toujours liquider quelqu'un. C'est une question de temps, d'argent, de motivation. Vous avez vu le général Kirillov, avec un moyen rudimentaire devant chez lui, et c'est avec la trottinette. Et c'est pas le premier ni le dernier. Vous en avez liquidé beaucoup? Moi? Oui. Je vous dirai pas. Je peux vous dire parce que sinon j'irai en prison. Hein. Mais Émilie, vous. Dans mes petites histoires de chefs d'État, parce que j'ai vu ça pendant 4 ans, de façon générale, il y a une hyper protection autour des chefs d'État. Par contre, le problème des chefs d'État, c'est la bulle. Donc autour des chefs d'État, on peut pas rentrer. Donc vous avez une espèce de protection générale. Une fois que vous rentrez dans la bulle, c'est extrêmement facile. Rappelez-vous, c'était le président Chirac. Je crois que c'est ses premiers 14 juillet, où il y a un personnage qui est rentré à l'Élysée, qui a pu déjeuner, faire la photo de famille. Et le type était Mr. Nobody, il avait fait un pari. Il a pu rentrer. Donc en fait, une fois que vous avez percé cette espèce de bulle, il y avait des Américains, enfin, la planète était là, et il a pu rentrer. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des failles, malgré l'hyper-protection. Petite anecdote, Clinton était le seul qui était systématiquement avec un sosie. Donc il y avait 2 voitures, 2 personnages, le même costume, et on vous l'avez vu. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il faut rappeler, vous avez été proche de Mitterrand, puis de Chirac, n'est-ce pas? Et vous avez vu le sosie. Ah oui, bien sûr. Et c'est surprenant parce que vous voyez Clinton arriver, parce qu'à l'époque c'était Clinton, grand blond, costume gris, c'était un arbre, tout dans les gens rappelleraient. Et puis on voyait bien que c'était pas tout à fait lui, même taille. Et puis il y a 3 mètres derrière lui, il y avait le vrai Clinton, et ils sortent en même temps. Il y a 2 voitures identiques. Ils rentrent dans la voiture et hop, ils vous séparent. Ça a été prouvé à
Moscou. Parce que Clinton, quand il s'est déplacé à Moscou, en fait, il y a une vidéo, vous pouvez la retrouver sur Internet, quand il visitait Zagorsk, la Trinité Saint-Serge, en fait, il y a un de ses gardes du corps qui lui ressemble. En fait, il est habillé exactement pareil comme Clinton. Il a la même taille, la même carrure. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, même pour la femme de Clinton, c'était la même chose. Il y avait aussi une agente de service secret qui ressemblait aussi à la femme de Clinton. La question s'est posée pour Trump, il n'y a pas très longtemps. Parce que comme il était en pleine forme, il a dû avoir un rhume il y a quelques mois, il a été en pleine forme, et la question s'est posée de savoir si une partie des cérémonies, les cérémonies n'ont pas été faites par un artiste habillé en Trump avec une mèche blonde, probablement. Mais les Américains, c'est les rois de ça. En fait, ils jouent en même temps que, vous voyez, qu'ils le font. Vous voyez, il y a une espèce de plaisir à jouer. Ils ont des mitrailleuses, je me rappelle très bien, entre le début du cortège et la fin du cortège, il y avait une mitrailleuse à la fin, et Mitterrand dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Sachant que la tête de cortège était déjà rentrée dans l'endroit où il y avait le sommet, et la queue de cortège n'était pas encore partie. Et puis, je peux vous en raconter toute la nuit, les Américains, ils laissent les moteurs tourner, par exemple. À Sharm el-Sheikh, vous avez la voiture qui tourne. On était à la même villa, c'est par exemple des Américains, c'est un enfer. Et les présidents m'appellent, ils me disent qu'est-ce qui se passe? Je descends, il y avait un Hummer qui faisait du bruit, chauffait la voiture. Mais le climat n'est pas leur première préoccupation, disons. Et ça s'est pas arrangé. La voiture, le moteur toujours chaud. Et j'imagine que dans l'avion, ça doit être la même chose. C'est incroyable. L'élimination physique, comment est-ce que vous expliquez que ce soit un recours finalement assez limité, alors que voilà, la tentation peut exister? Pour une raison toute simple. Et difficile. Déjà parce que, effectivement, c'est difficile. Et de deux, c'est que c'est pas... Voilà. C'est-à-dire, en fait, il y a deux interrogations. Alors, dans les écoles de recherche, il y a beaucoup de choses où on réfléchit sur qu'est-ce que ça fait d'éliminer par exemple, on faisait pas mal ça en Afghanistan, en Irak, sur éliminer les chefs terroristes. Qu'est-ce que ça crée? Et en fait, on s'était rendu compte que ça crée deux effets qui étaient en fait contre-intuitifs. Le premier qui est, effectivement, ça casse une chaîne de commandement, mais ça a un effet particulièrement pervers. Souvent, c'est que dans des compétitions, notamment dans des groupes où il y a une très forte compétition, ça fait émerger non pas forcément le meilleur, ça fait émerger le pire. C'est-à-dire celui qui va avoir la volonté de s'imposer encore plus avec, pour un groupe terroriste, encore plus d'actions, encore plus d'attentats, etc., etc. Est-ce que ça veut dire, dans un régime comme celui de Vladimir Poutine, que le suivant pourrait être encore plus dur? Ça se pourrait. Alors en fait, vous avez là encore deux volontés. C'est-à-dire que comme on connaît très mal l'environnement de ces gens-là, on peut se dire, alors soit on pourrait faire émerger quelqu'un qui soit plus bénévolent vis-à-vis de la communauté internationale, ça c'est du wishful thinking, c'est de la pensée magique. Et puis il y a ceux qui disent, bon bah il y aura peut-être quelqu'un qui... Sauf que alors oui, effectivement, ça peut être Medvedev pour la xème fois, ce qui n'est pas forcément beaucoup plus rassurant. Mais il faut aussi voir une chose, c'est que Poutine n'est qu'un symptôme. Vous avez Poutine, mais derrière c'est un système, c'est une oligarchie, c'est une kleptocratie. Poutine n'est pas tout seul. C'est fascinant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu ces plans où Churchill même a caressé l'idée de faire tuer Hitler. Il y a eu une hésitation, alors qu'on se dit avec le recul du temps, sans doute que l'assassinat d'Hitler aurait changé énormément de choses, mais même Churchill, même en pleine guerre, a eu une forme d'hésitation, parce que c'est le genre de pesée d'intérêt que vous dites. Je crois qu'après, il y a des périodes dans lesquelles je crois que Hitler, au début, si on l'avait éliminé, peut-être l'histoire aurait été différente mais à la fin, déjà personne ne l'écoutait, il était dans le bunker, il y avait déjà un complot autour de lui, etc. Comme d'ailleurs. Actuellement, je crois qu'autour de Poutine. Parce qu'à mon avis, il y a déjà des gens fatigués par Poutine. Il est là depuis 25 ans. Il est là à faire la guerre. Il y a déjà des gens qui commencent à s'insurger. Il y a Tchemezov qui est venu au Conseil de Fédération en disant mais mon industrie de guerre ne marche plus. On est en train de ruiner cette industrie. Mais comment on peut y aller, etc. Donc à mon avis, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à se poser les questions. Mais c'est toujours la même chose. Vous enlevez Poutine, qui va le remplacer? Et imaginez Kadyrov. En sens inverse. Les Américains ont essayé de tuer combien de fois Castro? C'est l'exemple type. Ils ont tout essayé, le cigare explosif, le poison. Il n'y a rien qui a marché. Donc, quelque part... les seuls qui réussissent bien, c'est les Israéliens.